On va commencer avec Magali et Elvire qui vont nous parler des œuvres littéraires en format audio vers des ruptures et des pratiques d'enseignement de la littérature, une étude en contexte congolais. Et je vais vous les présenter. Magali Brunel est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches au sein de l'INSP de l'Université Côte d'Azur, membre du laboratoire LIN. Ses travaux de recherche portent sur l'enseignement de la littérature et de la lecture littéraire à l'ère du numérique. Elle expérimente de nouvelles pratiques d'enseignement intégrant les outils et ressources numériques et cherche à adapter les pratiques sociales culturelles numériques dans le contexte scolaire. Elle a coordonné l'ouvrage « L'enseignement de la littérature avec le numérique » chez Peter Lang et elle est l'autrice de l'ouvrage « L'enseignement de la littérature à l'ère du numérique aux presses universitaires de Rennes ». Je vous présente également Elvire Bumbu Kibondo, qui vient de la République du Congo. Elle est doctorante en deuxième année de thèse en sciences de l'éducation rattachée au LIN, sous la direction de Magali Brunel. Sa thèse est en co-tutelle entre les universités Côte d'Azur de Nice et Marien Ngouabi de Brazzaville, portant sur les usages numériques dans l'enseignement de la littérature au lycée au Congo. Donc, on vous écoute. L'accès aux ressources numériques au sein des sociétés occidentales est massif. Et il touche, comme le précisait Douéhy, toutes les sphères de la société, toutes les formes d'activité humaine et donc, bien sûr, l'éducation. Mais comment cette pénétration du numérique se joue dans les contextes de l'Afrique centrale? Et comment mobiliser les ressources qu'offrent les technologies numériques dans des contextes scolaires où elles pourraient favoriser un accès au corpus, la mise en place d'activités impliquant davantage les élèves dans le rapport aux œuvres. C'est cet enjeu particulier que nous nous proposons de réfléchir dans le cadre de cette communication. Plusieurs arguments justifient cette attention. Celui des pratiques sociales juvéniles congolaises d'abord, qui sont de plus en plus tournées sur les usages du smartphone, qui devient un outil central des pratiques d'échange et de loisirs. Celui des difficultés d'accès aux œuvres papier, qui empêchent pour beaucoup d'enfants de développer un rapport à la littérature. Celui enfin des pratiques d'enseignement de la littérature au lycée, fortement marquées par des conduites magistrales. Le projet doctoral d'Elvire Bumbu, qu'elle va vous présenter, au sein duquel s'inscrit cette communication, a donc une visée exploratoire et il vise à irriguer la formation pour identifier comment celle-ci peut accompagner une ouverture des formes d'enseignement à la lecture littéraire en s'appuyant sur les outils et ressources numériques. Donc, l'interrogation que nous avons, c'est comment des néo-enseignants s'approprient un dispositif de formation didactique de la littérature mobilisant les outils numériques et de quelle manière s'effectue cette appropriation. On s'occupe donc de regarder la pratique des enseignants et c'est à ce titre-là que nous nous inscrivons dans le colloque en nous intéressant à la manière dont les formes littéraires nouvelles viennent pénétrer, heurter, influencer, je cite, les pratiques d'enseignement. Nous mobilisons pour cette communication l'une de ces formes, la transmodalisation sonore d'œuvres littéraires congolaises que nous avons mises à disposition des néo-enseignants. Que permet et que change la mobilisation de telles productions en contexte scolaire? Conduit-elle à repenser les modes d'appréhension de la littérature? Est-il pertinent de parler d'éclatement dans les pratiques d'enseignement? Et dans ce cadre, quel peut être le rôle de la formation? Voilà l'orientation de notre proposition qui s'appuiera bien sûr sur un certain nombre d'appuis théoriques, un contexte qui vous sera présenté et puis des analyses. Alors commençons par le cadre théorique. 3 points d'appui. Tout d'abord, nous nous appuyons sur les modalités d'appréhension des œuvres littéraires en contexte scolaire. Les œuvres littéraires constituent le support par excellence de l'enseignement du français au lycée. Et elle se matérialise le plus souvent à travers des manuels scolaires. On a des anthologies de référence en France. Il y en a aussi au Congo, dans le cadre de l'Afrique subsaharienne. Et les œuvres littéraires sont aussi médiatisées grâce à un usage des photocopies de textes isolés. François Quay en avait déjà parlé en 2011. C'est par ces objets médiateurs que les élèves entrent en contact avec la littérature. Or, l'émergence du numérique dans le champ éducatif peut changer la donne et a affecté les pratiques d'enseignement et les appréhensions des œuvres littéraires. Si on s'appuie sur Abardel, quand un instrument est intégré, eh bien, non seulement il modifie la relation d'enseignement, mais il modifie même l'objet enseigné. En outre, l'outillage numérique conduit à mobiliser dans la classe des instruments hybrides, le vidéoprojecteur
coïncidant ou coexistant avec le tableau noir, la tablette avec le papier crayon, dans une scénographie complexe, mais déjà souvent intégrée chez les enseignants expérimentés. De plus, la numérisation massive des œuvres littéraires permet d'accéder à des corpus nouveaux. Et en effet, dans des classes qui sont connectées, la séance de lecture, concrètement, elle s'enrichit de nouveaux supports. De surcroît, ces outils permettent d'appréhender l'œuvre littéraire à travers des perceptions qui sont davantage sensorielles. Par exemple, c'est une gestuelle particulière qui accompagne la lecture sur écran. C'est une attention à l'audition, évidemment, majeure dans le cas des œuvres sonores. Et puis, ce sont des approches sensorielles combinées qui sont sollicitées dans le cas d'œuvres enrichies. Notre deuxième point d'appui concerne les pratiques d'enseignement avec ces ressources littéraires. Et bien entendu, les formes littéraires nouvelles que nous proposent des pratiques éditoriales numériques, qu'elles soient transmodalisées, multimodales, interactives ou cinétiques, font changer les pratiques d'enseignement. On assiste aussi à une renaissance d'œuvres plus classiques, mais qui sont proposées sous des formats plus propices à des consommations souples et appareillées, notamment par le biais de smartphones. Et donc, bien sûr, la littérature ne se réduit pas aux livres, comme le soulignent nos collègues Bizenius, Pénin, Audet et Gervais. Dès lors, il est essentiel de s'intéresser aux enjeux et aux usages de ces nouvelles formes. Notre réflexion, c'est dans le cadre de l'enseignement de la littérature et en particulier de la réception subjective des textes et de l'accompagnement de l'activité singulière du lecteur que l'on se pose ces questions. Sur le plan technique, il nous semble que la sollicitation des différents réglages et outils personnalisables peuvent déjà constituer des signes tangibles de la place faite à la lecture singulière. Sur le plan des pratiques de lecture, nous avions expérimenté, par exemple, avec Carole Guérin, un dispositif amenant les élèves à intervenir dans les commentaires du traitement de texte. Bénédicte Choquil-Milsan et l'équipe de Grenoble avaient travaillé sur les potentialités d'activités subjectives offertes par l'application Glose. D'autres travaux ont montré l'intérêt de l'exploitation de réseaux sociaux, de fanfiction, d'anthologies multimédiatiques ou de booktubing pour favoriser l'appropriation subjective. Nous ciblons en particulier l'enseignement de la littérature à travers les formes sonores. Parmi donc les formes possibles ouvertes par les nouvelles technologies, cette forme littéraire est particulièrement utilisée sous la forme de l'adaptation. Et elle développe et influence une réception sensible et sensorielle des élèves. À la suite de Gendron et Gervais, on peut donc se demander de quelle façon la voix influence les choix interprétatifs, les processus d'identification, les modalités de compréhension. Et c'est dans ce contexte que nous sollicitons un dispositif que Nathalie Ranoux mobilise pour permettre aux lecteurs de capter en eux, dit-elle, l'émergence des sensations, des affects, des mouvements de pensée qui affleurent à la conscience et vont constituer le terrain de l'expérience esthétique. Pour elle, il s'agit d'adopter une posture qu'elle appelle une posture d'écoute flottante, d'empathie, de disponibilité à soi et au texte. Je présente ce dispositif qui consiste d'abord à être attentif dans une attention sensible à ce qui est écouté et dans un deuxième temps, de médier par les mots les effets reçus par le texte sur soi. Vous avez la citation qui illustre ce dispositif que nous avons adapté dans le cadre de notre propre travail. Alors, le cadre empirique, c'est Elvire qui prend le relais. Bonjour à toutes et à tous. En ce qui concerne le contexte congolais, je peux dire que l'enseignement en République du Congo en général utilise des outils et méthodes traditionnelles, notamment nous avons ici les tableaux noirs qui sont encore en vigueur, nous avons la craie, nous avons des manuels et qu'est-ce que nous constatons encore au moment où le numérique prend son ampleur dans la plupart des établissements secondaires en France? Le cas n'est pas le même au Congo-Brazzaville. Alors, lorsqu'on aborde même les objectifs d'enseignement en ce qui concerne l'enseignement de la littérature proprement au Congo-Brazzaville, nous remarquons que notre programme s'attarde plus sur des objectifs particuliers liés à la connaissance des genres littéraires, des structures de l'œuvre. La dimension qui consiste à la prise en compte du sujet lecteur n'est pas vraiment connue. Donc, comme on peut l'identifier, le poids du lecteur n'est pas pris en compte. C'est pourquoi l'enseignement au Congo mobilise notre attention sur deux plans.
que nous associons l'un à l'autre dans le cadre de notre projet de recherche. Donc, d'une part, il s'agit de la rénovation des pratiques et des contenus d'enseignement de façon à ce qu'ils permettent de mieux accompagner un sujet lecteur en formation et d'autre part, des pratiques médiatisées par les outils technologiques contemporains qui ouvrent de nombreuses potentialités pédagogiques et sont davantage liées aux pratiques et aux effectifs des adolescents congolais du XXIe siècle. En effet, les lycéens congolais possèdent des pratiques culturelles informelles largement marquées par les usages numériques, surtout par le biais des smartphones connectés. Voilà pourquoi nous étions amenés ici à penser que si nous pouvons proposer en formation d'utiliser le numérique pour enseigner en classe de lycée, cela peut constituer une véritable rupture, donc un éclatement de la forme didactique traditionnelle. Donc, notre expérimentation repose sur une session de formation qui porte sur l'enseignement de la lecture littéraire, mobilisant les outils et ressources numériques, permettant ainsi de mieux prendre en compte le sujet lecteur dans la classe. Dans le cadre des œuvres littéraires au programme en classe de seconde au Congo, les lycéens doivent étudier 2 œuvres complètes, notamment les chroniques congolaises de Jean-Baptiste Ati-Letard. Mais sauf que ces œuvres n'ont pas leur version numérique. Dès lors, nous étions amenés à produire des ressources numériques à partir de 2 nouvelles. Il s'agit ici de la virginité et du cimetière du VX. Il s'agit pour nous d'une version sous format Word de ces 2 nouvelles qui peuvent se prêter à des manipulations en classe et d'autre part d'une version sonore commandée auprès d'un comédien professionnel congolais. Maintenant, nous avons donc organisé une formation selon un scénario commun. Il s'agissait dans un premier temps de présenter de manière pragmatique le cadre théorique et d'explication des concepts liés à l'enseignement de la littérature et aux enjeux et concepts relevant de la culture numérique. Et dans un second temps, nous avons consacré à la présentation des dispositifs didactiques numériques pour l'enseignement de la littérature et enfin des ateliers de travail bouclés ces journées de formation. Nous étions menés à suivre ces étudiants formés en contexte d'enseignement pour voir le niveau d'acquisition de la formation. Donc, notre étude se fonde essentiellement sur les verbatims des 3 premières séances menées par ces stagiaires qu'ils ont fait porter sur l'œuvre à la suite de notre sollicitation. Nous vous rappelons que c'est le dispositif que nous avons étudié avec eux et qu'ils ont mis en œuvre lors de leur stage pratique. Donc, nous avons ici, lors de la formation, procédé à l'exploitation du dispositif de l'écoute flottante que nous avons prêté notamment à Nathalie Ranou. Brunel s'est déjà attardé là-dessus, donc tel que vous pouvez constater, il y en a eu 3 phases. Donc, qu'est-ce que nous avons recueilli de ces données? Parce qu'il s'agit pour nous de voir le niveau maintenant d'appropriation des acquis de ces formations. Ici, notre analyse vise à mettre d'abord en évidence la place de l'œuvre sonore dans la séance en comparaison avec l'usage traditionnel des œuvres présentées sur photocopie papier, aussi les choix des dispositifs didactiques en comparaison avec ceux qui sont mobilisés dans les pratiques ordinaires du cours de littérature au lycée. Donc, revenons au premier point. Tout d'abord, nous avons constaté que les étudiants stagiaires ont su utiliser le dispositif mis à leur disposition. Il n'y a pas eu d'usage hybride, ils se sont contentés justement du texte sonore. Comme vous pouvez le constater, il y a des exemples où nous avons des consignes telles que dès le début du cours, l'enseignant disait aux élèves d'écouter l'extrait du texte, ce qui nous a rassurés qu'effectivement, il s'agissait d'un texte sonore et le dispositif considérait bien de l'écoute. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous avons cherché à cerner la dimension temporelle de l'extrait sonore choisi, ainsi que les moments diégétiques qui est sélectionné par les stagiaires, car ils sont révélateurs de leur orientation didactique. Tout d'abord, 2 d'entre eux ont fait écouter la nouvelle en une seule reprise. Et un seul en avait fait écouter en 2 reprises. Donc, nous notons là que cette dimension-là n'a pas été vraiment trop bien assimilée par les stagiaires. Et enfin, les échos diégétiques privilégiés
par les stagiaires peuvent également nous permettre de mieux cerner leurs choix et motivations. Qu'est-ce que nous avons constaté? Le premier enseignant fait écouter l'équipe de la nouvelle. Le troisième enseignant aussi fait écouter aussi le même extrait, mais sauf qu'avec des usages différents. Le premier enseignant nous a pu se ramener vers des pratiques habituelles, notamment en relevant les aspects thématiques. Mais cependant, c'est le troisième enseignant qui semble davantage lié à ce qui a pu frapper les élèves avec sa consigne portant sur les ressentis occasionnés par l'écoute. Il oriente ainsi les élèves vers l'appréciation éthique de l'ensemble du texte. Les élèves s'engagent alors sur une réflexion personnelle liée à leur propre expérience. Nous avons des verbatims qui disent cela, tels que l'enseignant qui dit « Tu as déjà vécu ce genre de cas? Connais-tu une personne qui est dans une telle situation ?» Et nous avons la réaction des élèves qui disent « Oui, j'ai déjà connu ce genre de cas. » Et enfin, pour le troisième, le dernier enseignant, celui-là, il avait sélectionné la fin du texte, et notamment en suggérant aux élèves d'être sensibles aux effets du texte sur eux. Et ainsi, le stagiaire semble avoir donné d'abord l'orientation à ses enfants, ce qui concerne l'intérêt sur leurs émotions par rapport à l'écoute, comme nous pouvons le constater à travers l'exemple suivant, l'enseignant qui dit « Bon, je sais que vous avez beaucoup écrit, ça relève des consignes. Je veux savoir ce que vous avez écrit. » Tout le monde disait que Malalou était heureux, ça c'est la réaction d'un élève. Donc, qu'est-ce qui est dit dans le texte? Il revenait du voyage. Vous voyez comment l'enseignant amène les enfants à vraiment pénétrer dans l'univers du texte. Je m'arrête là pour l'instant. J'en ai fini, merci. Prends le relais. Merci Elvire. Alors, deuxième point dans nos analyses, toujours à partir des trois mêmes verbatims, nous cherchons à comprendre quels ont été les choix des dispositifs didactiques des jeunes enseignants. Et pour cela, nous fondons sur un aspect qui est les consignes. Ce que nous visons, c'est repérer finalement les consignes qui ont été proposées par les enseignants. La première chose qu'on constate dans les choix didactiques des enseignants, c'est que tous font appel immédiatement après l'écoute à des activités de type appréciatif. Ils posent des questions aux étudiants sur leurs aspects préférés ou encore si le fait d'avoir entendu l'œuvre, ça leur a plu. Voilà par exemple un extrait, l'enseignant dit « Qui a apprécié cette façon de découvrir le texte La virginité ?» Et donc, les élèves réagissent en soulignant leur appréciation, même si ces appréciations, vous le voyez dans l'extrait, elles s'orientent plutôt dans l'appréciation du caractère sonore de l'œuvre comme facilitateur, plutôt que comme stimulateur d'expérience personnelle ou d'évocation personnelle. Mais pour autant, selon nous, cette activité, elle est déjà une marque de l'attention des étudiants à l'activité singulière des élèves et elle n'est généralement jamais pratiquée dans les séances d'enseignement courantes. Appréhendons à présent la part centrale de la séance. Alors là, nous regardons les verbes d'action, les verbes de lancement de consignes qui ont été ceux des étudiants. Notre question, c'est si les enseignants proposent tous une première écoute, qu'est-ce qu'ils font ensuite de cette écoute? Est-ce qu'elle conduit à une pratique didactique qui fait rupture avec les pratiques traditionnelles? Dans le premier exemple, vous voyez, il y a deux exemples de l'enseignant 2. On retrouve les verbes copier, puis ressentir, puis prendre, et puis on parle de qui par la suite. Donc, dans cet extrait-là, les consignes utilisées, finalement, ne permettent que peu aux élèves de prendre conscience de l'écart. Copier, prendre, de quoi ça parle. On est là très proche, finalement, de consignes traditionnelles qui amènent les élèves à faire plutôt un relevé d'informations. Donc, même si la notion d'émotion ressentie a été présente dans les consignes, elle est brouillée, en quelque sorte, et elle conduit, finalement, à des activités de prélèvement d'informations. Si on regarde maintenant ce qui se fait dans une autre séquence, et là on est avec l'enseignant 3, celui qui, en début de séance, avait proposé aux élèves de rentrer par l'écoute dans l'univers de la nouvelle, eh bien là, il nous semble qu'on a vraiment une séquence intéressante. L'enseignant dit « Alors, qu'est-ce que vous avez relevé qui vous a interpellé ?» Un élève qui dit « J'ai relevé la partie où l'on parlait de l'attente. » Et l'élève répond « J'allais dire à l'attente que ce n'est pas bien, etc. etc. » Donc là, ce qui nous semble, c'est que l'enseignant a prolongé dans sa consigne la stimulation de l'implication subjective des élèves après avoir suscité
leur immersion fictionnelle. Et dans l'expression « j'allais dire à l'attente », on voit bien que l'élève se positionne dans la diégèse et par la suite, l'enseignant sollicite les autres élèves pour qu'ils fassent de même et qu'ils se prononcent de la même façon. Et là, il nous semble qu'on a bien une activité de lecture littéraire qui a été favorisée par la mise en place de l'œuvre sonore. Celle-ci a facilité l'immersion fictionnelle et cela a été encouragé, développé par l'étayage de l'enseignant. Donc finalement, là, on le voit, bien, on a des choix d'enseignants divers, l'un qui est plutôt orienté du côté de la compréhension et puis l'autre qui, au contraire, mobilise le potentiel immersif de l'œuvre sonore. Alors, on arrive au bout. Comment les enseignants ont-ils négocié l'écart entre les pratiques traditionnelles au lycée et les contenus d'une formation les invitant à une pratique didactique renouvelée et adossée à des œuvres littéraires sonores? Bien, nous considérons que chacun, d'une part, a enseigné, a cherché à mettre en œuvre les éléments de formation et a adopté l'écoute pour stimuler l'activité des élèves. Mais cette stimulation semble avoir été plus orientée du côté de la facilitation et de la motivation qu'elle a pu solliciter que d'une côté d'une formation de sujet lecteur. Pour autant, dans l'une des mises en œuvre, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, les choix didactiques révèlent une véritable attention à l'accompagnement d'un lecteur subjectif, immergé dans la fiction, réagissant de manière axiologique et impliqué aux enjeux de la nouvelle. Donc, l'étude de l'évolution de ces pratiques d'enseignants, puisqu'on en verra d'autres, ici c'est la première, eh bien, nous permettra de mesurer si, par la suite, ils sont davantage en situation de faire rupture avec les pratiques traditionnelles. 2 points d'attention nous semblent à retenir. D'une part, nos analyses nous montrent l'importance fondamentale de la conception des consignes. Orientant ensuite l'activité des élèves, elles semblent souvent avoir été énoncées de manière spontanée, accumulative et avoir conditionné une forme de pratique traditionnelle, tandis que ce n'était pas forcément prévu par le jeune enseignant. Et il nous semble que cela, c'est vraiment un point de vigilance central pour la formation. Et d'autre part, nous identifions dans notre démarche un autre point de vigilance qui a déjà été bien identifié dans le cadre du numérique éducatif. Souvent, en effet, on dénonce des pratiques en contexte numérique au sein desquelles l'usage technologique est premier et semble être une fin en soi. Eh bien, nous avons repéré la même chose du côté des corpus. C'est-à-dire que pour nos stagiaires, l'usage de la forme littéraire sonore semble avoir constitué une fin en soi, une situation d'apprentissage en soi qui garantirait le renouvellement des pratiques. Et nous avons bien vu dans nos analyses, s'il en était besoin, que ce n'est pas le cas. Alors Elvire, peut-être tu peux évoquer ton expérience puisque tu es allée dans les classes du lycée pour observer les pratiques, on va dire, habituelles des enseignants. Est-ce que tu as observé dans ces pratiques courantes des enseignants, on a utilisé le terme traditionnel parce qu'il était vraiment au cœur du texte du colloque. Est-ce que tu as observé dans les pratiques courantes des enseignants expérimentés que tu allais observer si ceux-ci accordaient de la place à la lecture orale, à la dimension sonore des œuvres littéraires, ou si ce n'était pas du tout le cas et qu'ils restaient travailler sur plutôt le texte et des pratiques plutôt centrées sur le texte? Je te laisse la parole. Ok, merci. Si j'ai bien compris la question, je vais vous faire un petit briefing sur la manière dont se déroule le cours concernant la lecture littéraire. Ici, le problème, c'est lequel? Nous avons la difficulté d'accès aux livres. Donc, les enseignants de français, pour parer à cette difficulté, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'usage des photocopies. Donc, ils photocopient des extraits de textes ou encore d'ouvrages intégral qui distribuent aux élèves, question juste de les mettre en contact avec la littérature à travers une lecture linéaire. Donc, du coup, c'est juste pour amener les enfants à connaître le texte, à la comprendre de façon superficielle. C'est ce qui se passe dans les pratiques habituelles de classe en République du Congo. Merci Elvire. Donc, pas de place dans les pratiques que tu as observées sur la dimension orale dans les classes de lycée. Difficilement avec les enseignants sur place, ils se contentent juste d'une lecture linéaire relevant quelques aspects thématiques, la structure de l'œuvre. Ils s'arrêtent là. Merci. Alors, on a vu d'ailleurs dans l'extrait du programme que c'était bien cela qui était recommandé. Merci beaucoup. Pour ce qui est des choix de l'expérimentation, sont en situation de stage et le pari en fait que nous avons fait, c'est de proposer une formation qui apporte en même temps
des contenus didactiques liés à des pratiques mobilisant l'activité singulière du lecteur, on va dire, avec des dispositifs didactiques, pour voir si dans cette combinaison qu'on faisait d'emblée en formation, il y avait dans la pratique des effets de dissociation ou non, parce que ces effets de dissociation, on les remarque très fortement dans les classes françaises où les deux approches sont rarement combinées. Donc, c'était ça un peu le pari de notre expérimentation.